Aujourd'hui c'est mardi, vous êtes donc bien sur Radio Grenelle. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Vous aimez la chloroquine? La chronique, Michel, chronique. Ah oui, j'ai mal lu. Ouais. Vous aimez la chronique? Soutenez-nous sur Tipeee. Voilà. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. C'est un tract qui a pas mal circulé ces derniers temps, émanant de Réinfo Covid. Alias, la bande à Fouché. Si vous ne savez pas qui est Fouché, on a déjà dû s'occuper de son cas avec le collectif. Je vous mets 2 liens en description. Waouh, 2 liens? Ah je sais, je suis généreux. Mais si ça doit appeler à la méfiance, ça ne prouve pas grand-chose. Décortiquons donc, et commençons par ce qui est vrai dans le tract. Le vaccin n'a pas été testé chez les moins de 16 ans. Ils ne font pas partie de la population concernée. Donc, c'est vrai, mais on s'en fout un peu. Il n'y a aucune donnée sur la transmission du virus. Mais c'est qui en fait, lui? Exact. Parce que ce n'est pas ce que l'on a cherché. On a cherché à savoir si le vaccin protégeait les individus sans effets secondaires graves. Les données sur la transmission, on les aura plus tard, quand on va observer Ou non. une chute de la transmission dans les populations vaccinées. Il n'y a aucune étude sur les effets à long terme. C'est vrai. C'est vrai, déjà parce que le long terme, on n'y est pas. Donc on ne peut pas l'étudier. Mais aussi parce qu'on s'en fiche un peu. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il n'y a jamais eu d'effets secondaires à long terme De quelque nature que ce soit, avec un vaccin, à l'exception notable du cas des narcolepsies pour le qui H1N1, est un cas particulier, comme je vous l'avais expliqué. et qui est arrivé de toute façon dans les 5 mois suivant l'injection. Donc on aurait déjà dû remarquer quelque chose. Nous n'avons aucune donnée de sécurité sur les femmes enceintes, allaitantes ou même sur l'enfant. C'est vrai. Oh, une question intéressante. Pour l'enfant, on a déjà dit pourquoi. Pour la femme enceinte, c'est parce que Déontologiquement, on ne fait pas d'essai sur elle. En revanche, 23 sont tombées enceintes entre la première injection et la seconde, qui du coup n'a pas été faite. et elles vont bien. Pour la femme allaitante, même chose. Pas d'essai pour des raisons éthiques. Mais il n'y a jamais eu de contre-indication avec les autres vaccins inertes. Les données récapitulatives de toutes les fois où des femmes enceintes ou allaitantes ont été vaccinées par erreur ou nécessité urgente, et où rien n'a été mis à jour par la pharmacovigilance, peuvent être trouvées en description. On n'a donc aucun élément pour penser qu'il y en aurait cette fois. Pour celui d'AstraZeneca, ça sera peut-être une autre histoire, mais chaque chose en son temps. Les médecins ont été exemptés de responsabilité en cas d'effet secondaire. Oui, Et en même temps, c'est pas eux qui ont fait les études. on leur demande d'appliquer les résultats des recherches. Ils n'y sont pas pour grand chose en fait. Continuons par contre avec ce qui est presque vrai. L'efficacité n'a pas été étudiée chez les immunodéprimés. C'est vrai si on prend le sens le plus strict d'immunodéprimé, À savoir, quelqu'un qui a vraiment un système immunitaire hors service. ou qui est sous traitement immunosuppresseur. En revanche, des patients atteints du VIH ont été inclus. Le petit lien qui va bien est en description. Et surtout, c'est un peu normal. Le principe d'être immunodéprimé, c'est de ne plus avoir de système immunitaire pour répondre. Du coup, c'est pas la première population que vous allez étudier si vous faites des recherches sur la réponse immunitaire. C'est logique. Les effets indésirables ont été étudiés sur les 3 mois suivant la vaccination. Alors, c'est vrai, pour les études en elles-mêmes, mais la pharmacovigilance sert à ça. Les études secondaires vont continuer à être étudiées tout au long de la campagne. Il y a un risque de choc anaphylactique. Oui, il est très important. Oula! Oui, ce vaccin est plus à risque de générer ce type d'allergie grave que, par exemple, le vaccin de la grippe. Mais on est plus proche d'un risque entre 1 sur 10 000 et 1 sur 100 000 en réalité. En France, on a eu 4 cas pour l'instant avec plus de 380 milliers de doses injectées. Le vaccin bénéficie d'une AMM conditionnelle. Ça veut dire qu'il doit encore apporter des preuves de son rapport bénéfice-risque. Alors, papy, le vaccin a bien une AMM conditionnelle et il doit apporter des preuves supplémentaires de sa balance bénéfice-risque à long terme. Oui, c'est moche et pas très honnête de couper les fins de phrase. En effet, s'il s'avère que ce vaccin ne protège pas sur une assez longue durée, Alors qu'un autre fait mieux. son AMM lui sera retiré. Mais faire croire qu'on attend toujours des preuves de son efficacité, c'est pas réglo. Et voyons à présent ce qui est absolument faux. L'efficacité n'est montrée que sur la réduction des formes bénignes et modérées. Et non, elle est au contraire surtout montrée pour les formes graves. Comme le résume très bien Thibaut Fiolet dans sa chronique.
Cette fois-ci, je ne vous dis pas où trouver le lien. Description. Pour Pfizer, on constate un cas grave avec le vaccin Pour 8 cas symptomatiques, contre 9 cas graves dans le groupe placebo. pour 162 cas symptomatiques. Il n'y a pas d'efficacité montrée pour la prévention des formes graves avec hospitalisation. Si du coup. Non, Si. non. Mais je viens de le dire juste avant. Il n'y a pas d'efficacité montrée pour la prévention des formes mortelles. Mais si, puisqu'il y a moins de formes graves, et que, avant d'en mourir, il faut bien qu'il y ait une forme grave. Et une forme tout court d'ailleurs. Bon là aussi il y a moins de cas. Et le résumé est en description. Est-ce que au moins vous avez lu le papier avant de venir parler? J'ai pas mes lunettes. Mais il n'y a pas d'efficacité montrée chez les plus de 75 ans. Ah bah si, Non, toujours sur le même papier. Seulement, faut lire les tableaux. j'ai pas mes lunettes. Table 1. Les patients testés vont jusqu'à 91 ans. Et c'est même chez les plus de 75 ans que le pourcentage de réussite est le meilleur. Aucun cas dans un groupe vacciné contre 5 dans le groupe placebo. Et ça, on peut le voir sur la table 3. Bon, maintenant vous allez lire le papier, pas vrai? J'ai pas mes lunettes. Il n'y a aucune donnée sur la persistance de l'effet au-delà de 3 mois. Si. Bon, Papy Michel. Même si on vaccine depuis très peu de temps, on en a. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. Thibaut Fiolet Oui, je sais, encore lui. Mais c'est un garçon charmant. décrypte le communiqué de Moderna montrant que l'immunité devrait durer au moins 1 an. Après, on sait pas bien encore. C'est donc à suivre. Nous n'avons aucune donnée sur l'efficacité du vaccin, sur les potentiels variants du virus. Eh si. Papy Michel, je vais t'appeler Papichel. Oh bah non. Lors de la même conférence, Moderna Un peu aidé par les travaux de Pfizer. explique qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve que les variants de SARS-CoV-2 échappent à l'immunité vaccinale. Et aucune preuve, là, ça ne veut pas dire oh, on n'a rien glandé donc on sait pas trop. Ça veut dire on a cherché, on n'a pas trouvé d'éléments en ce sens. Nuance. Mais c'est une nouvelle technologie. Il n'y a aucun précédent sur l'humain. Visiblement, il n'y a aucun précédent de vous en train de taper des mots-clés dans un moteur de recherche. Sinon vous sauriez que c'est faux. Papichel, on vous met un petit lien en description. Bah oui, mais les industriels ont été exemptés de leurs responsabilités en cas d'effet secondaire. Bah non. On a simplement reconnu que, Puisque les États leur mettaient la pression, pour que tout soit prêt assez vite, il fallait des clauses différentes pour ce qui se fait habituellement. un bon résumé des différents contrats passés vous est proposé en description. Oh bah je vais chercher mes lunettes. Découverte de la semaine. Quand est réellement apparu SARS-CoV-2 ? Alors, c'est une question difficile puisque les organismes évoluent et l'apparition d'une espèce est un point arbitraire. En l'occurrence, ce qui nous intéresse serait plutôt Quand un être humain a-t-il été malade d'une infection à SARS-CoV-2 pour la première fois? D'après la déclaration officielle de la Chine, le 31 décembre. D'après l'OMS, suite au rapport de l'Imperial College. le 5 décembre. Oui, mais de quelle année ? 2019, Michel. Ça vient de là, Covid-19. Ok. D'après les études françaises que vous retrouverez dans les archives de l'Écho, on trouve des traces en décembre et janvier en France, et donc forcément plus tôt en Chine. D'après les études chinoises qui font foi jusqu'à présent, on remonte au 17 novembre 2019. Il y a un petit lien en description. C'était sans compter sur le journal Epoch Times, qui jette cette semaine un gros pavé dans la mare en publiant des documents Issu de 8 hôpitaux chinois montrant que les premiers patients se seraient présentés dès septembre. avec des pneumopathies atypiques. Alors attention, Epoch Times est un journal en conflit avec le parti communiste chinois puisqu'il est proche de Falun Gong. Un mouvement religieux réprimé en Chine. Et il a déjà été pris la main dans le sac et publié des âneries, Tant que cela lui permettait de lui jeter de la boue au visage. mais plusieurs médecins se sont penchés sur les relevés publiés et les estiment authentiques. Et montrant effectivement des cas suspects. Une information à prendre donc avec beaucoup de prudence. Et en vrai, je ne vous la donnerai sans doute pas en temps normal, mais avec les bâtons mis dans les roues des enquêteurs de l'OMS, il est si difficile d'avoir des infos de l'empire du milieu qu'on fait vraiment avec ce que l'on a. Mais en tout cas, ça aurait le mérite d'expliquer des incohérences constatées jusqu'ici sur les différentes dates de diffusion du virus dans le monde. En espérant que les enquêteurs de l'OMS arrivent à faire leur boulot et reviennent avec des infos plus fiables. Piste de la semaine. Pas celle de ski en tout cas. Papichel, vous avez pris vos cachets ? Oui, tous ceux de la semaine. Mais on est mardi. Les remontées mécaniques restent effectivement fermées tandis que le couvre-feu se durcit partout en France. Impasse de la semaine. Immunité collective. Au début de l'épidémie, certains pays avaient fait le choix Discuter de tenter d'atteindre l'immunité collective naturelle. plutôt que de confiner et attendre un vaccin. D'autres pays ou régions avaient adopté la même stratégie, Cette fois sans avoir le choix. étant dans l'impossibilité de confiner leur population ou d'assurer les soins de manière massive. Ils espéraient que la violence de la première vague les
préserverait au moins d'une seconde. Il semble que ce n'est pas le cas. L'exemple au Brésil de Manaus et de ses 2 millions d'habitants inquiète. Alors qu'une étude publiée le 15 janvier Et disponible en description, estime que 75% des habitants ont été exposés au virus, et donc aurait dû bénéficier d'une immunité naturelle, la ville connaît une résurgence violente de l'épidémie depuis la mi-décembre. comme le rapportent différents médias. Et je vous file celui de Heidi News. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Plusieurs explications sont possibles. Soit les chercheurs se sont trompés, Et le seuil pour atteindre l'immunité collective est beaucoup plus haut qu'on ne le pensait. soit les anticorps naturels durent peu, Et certaines personnes exposées sont à nouveau vulnérables. soit les anticorps naturels sont trop spécifiques et peinent à se défendre contre un nouveau variant local dont on commence à trouver la trace. Je vous mets le lien en description d'une étude préliminaire. Dans tous les cas, Manaus est un exemple de plus, bien malgré lui, que l'immunité collective naturelle semble bel et bien être un mirage. Mauvaise nouvelle de la semaine. Mortalité. Avec 70 000 décès pour un peu moins de 68 millions d'habitants, nous pouvons officiellement dire que 1 Français sur 1000 est mort du Covid. Voilà. Et au vu de certains événements récents dans son entourage, le Dendrobat Doctor s'autorise un passe-droit émotionnel. Et voici texto ce qu'elle dit. Quiconque viendra ne serait-ce que commencer à essayer de prétendre sans preuve, et il n'y en a pas, croyez bien qu'on a cherché, que en fait, on fait passer les morts de cancer pour des morts du Covid, se prendra un ban direct, sans sommation. C'est cadeau. Un ban? C'est quoi ça? Non, Papichel, c'est pas le moment là. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. La France rattrape son retard. Après un démarrage poussif, l'objectif de 1 million de vaccinés avant la fin du mois semble désormais tenable. N'hésitez pas à suivre l'évolution sur l'excellent site Covid Tracker. Qu'est-ce que putain de quoi? Il paraît que tout arrive. Personnellement, j'ai en tête un certain nombre de choses pour lesquelles je suis convaincu du contraire, mais il faut laisser au monde la possibilité de nous surprendre. Donc nous avons été surpris. Et certains d'entre vous aussi, au point de m'envoyer le papier en message privé. Il existe donc un papier, publié par l'équipe de l'IHU, Donc Gautret et Raoult. dans le journal de l'IHU, Et vous pourrez le trouver en description. qui explique que, En fait, après avoir refait les calculs, pour de vrai, l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, ça marchait pas vraiment. Ça ne permet pas de recourir moins à l'oxygène, pire, ça augmente le besoin de 13% seul et 350% en combo. ça ne permet pas d'aller moins aux soins intensifs, Pire, ça augmente le transfert d'entre 100% seul et 346% en combo. ça ne permet pas que les gens meurent moins. Pire, ça augmente le risque... Bon bah, je vais pas vous dire là parce que y a pas de mort dans le groupe contrôle. Et que même plein de pourcents de zéro, ça fait toujours rien. De toute façon, je vous donne les chiffres comme ça, mais l'échantillon est super petit et le contre-contrôle tout pourri. Comme on l'avait dit à l'époque, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. C'est tout juste s'il continue à dire que les patients sortent plus vite, mais Comme ils donnent les chiffres au jour 7 alors qu'ils sont censés donner ceux du jour 14, on suppose que ça doit être la même confiture. on sait pas trop quoi en penser. On a même émis l'idée qu'il s'était fait hacker. Parce que, en public, ils n'ont pas l'air de démordre de leur traitement. Mais voilà, je tenais à partager mon incompréhension sur le fait qu'il existe un papier de l'IHU qui dit texto On a compté comme des brels, et en fait, ça marche pas. et que peut-être les autres et moi-même, Surtout les gars de la méta-analyse Violette et Al, on en a pris plein la tronche avec ça. pendant des mois, Tout ça pour ça. Le monde est un endroit très étrange. Point méthode de la semaine. le grand voyage autour de la science. 1.1. Préparer la science, savoir ce qu'on cherche. À partir d'aujourd'hui, et chaque fois qu'il n'y aura pas d'autres urgences, Le monde est un peu taquin en ce moment sur ce point. je vous emmène à la découverte de la recherche. De comment qu'on fait de la science, De qu'est-ce que c'est que les étapes de qui que ce sont les acteurs, et pourquoi. Comme mon idée est que vous ayez une certaine vision de la recherche, peu importe le pays, je vais aussi beaucoup utiliser les dénominations internationales. pour que vous voyez passer du PR, du DR, du PhD, des MD, Et qu'à chaque fois vous etc., sachiez qui est qui. Ce grand voyage comporte 4 grandes étapes. Préparer la science, produire de la science, vérifier la science, se servir de la science,
Chaque grande étape aura bien sûr de petites étapes et nous partons donc dans un très long voyage. Oh oui, moi j'aime bien les voyages. Sachez personnellement que le Dendrobat Doctor va fêter en septembre ses 10 ans de voyage. Et c'est toujours en cours. Et elle ne s'en lasse pas. Aujourd'hui donc, premier grand tronçon. Préparer la science. Car avant de foncer bille en tête pour étudier des trucs, il faut rudement bien se préparer. Vous voulez produire de la science? Pas de soucis. Mais vous devez d'abord répondre à 4 grandes questions. 1. Vous cherchez quoi au juste? 2. Comment allez-vous chercher ça? 3. Comment allez-vous financer votre recherche? 4. Votre recherche est-elle bonne, nuisible, dangereuse, salvatrice pour tout le monde? Aujourd'hui, première étape, savoir ce que l'on cherche. Le monde est plein de problèmes. Pour la recherche, ce sont des trous, des pièces manquantes dans le gigantesque puzzle du monde. Du coup, pourquoi chercher une pièce plutôt qu'une autre? Ça peut être une demande de la société civile. Eh les mecs, il y a une épidémie en cours, vous pouvez faire un truc? Ouais. Auquel cas la demande vient des citoyens, des associations de patients ou de l'État. Ça peut être une demande d'autres chercheurs. Par exemple, si les climaticologues du GIEC disent Eh les mecs, ce serait vraiment cool qu'on puisse mettre au point une nouvelle génération de réacteurs nucléaires qui produisent plus en faisant moins de déchets tout en rejetant toujours 0 CO2. Ouais. Bon, il y aura des physiciens appliqués, des ingénieurs et des techniciens qui vont se mettre au boulot. Ça peut être parce qu'il y a visiblement beaucoup de pognon à se faire, auquel cas la demande vient d'un conseil d'administration, d'un PDG investi ou d'un mania excentrique. Eh les mecs, on fabriquerait pas une fusée réutilisable? Ouais. Ça peut être enfin juste parce qu'il y a un trou. Et que ça énerve un chercheur ou un aspirant chercheur planté devant. C'est souvent comme ça qu'on se retrouve à écrire une thèse. Eh les mecs, je vais écrire une thèse. C'est cool, hein? Ouais. Dans tous les cas, la première étape de ce travail va généralement être confiée à l'un de nos 3 premiers protagonistes. Le doctorant, le post-doctorant ou l'ingénieur de recherche. Le premier, bien qu'étant encore étudiant, est déjà au minimum Bac+5 dans son domaine. Il est inscrit en thèse auprès d'un laboratoire avec un directeur de recherche Et il sera souvent chargé de ce qu'on appelle l'état de l'art. En gros, c'est Qui a déjà cherché la pièce pour le trou? Quel tas a été fouillé? Quel tas n'a pas encore été fouillé? Quelle pièce a-t-on déjà essayé de mettre dans ce trou? Et pourquoi ça rentrait pas? Michel. Le second est un jeune chercheur qui a fini sa thèse. Il est jeune docteur et poursuit des travaux pour se perfectionner sous la direction d'un docteur plus âgé. Son travail à lui sera plus proche d'une analyse fine des motifs du puzzle, à la suite de laquelle il va pouvoir dire qu'on cherche un truc de couleur bleu clair, possiblement tacheté d'orange si on regarde de très près, avec des chances que certaines arabesques fines le traversent à tel et tel endroit, voire figure 24 du plan de recherche. Y a un lien en description pour la figure 24? Non Michel, c'est une métaphore là. Ah oui, point important. En France, on a un problème avec le mot docteur. Qui est synonyme de médecin. Tandis que partout dans le monde, docteur n'est pas une profession, c'est un titre pour celui qui réussit un PhD. On peut être médecin et avoir un PhD. C'est le cas des médecins qui sont également chercheurs. C'est pas faux. Docteur peut être utilisé à titre de courtoisie pour un médecin, mais si vous lisez des études, la dénomination officielle que vous trouverez sera MD. D'ailleurs, en version originale, Dr House s'intitule House MD. Le troisième enfin est un ingénieur, c'est-à-dire qu'il a Bac+5 ou équivalent, spécialisé à la fois dans un domaine d'expertise et dans la collaboration avec cette espèce étrange qu'est le chercheur. Son boulot, à lui, sera de prendre la mesure du trou pour essayer de déterminer la tronche que doit avoir un tamis qui permettrait d'isoler les pièces manquantes. Les 3 seront aidés dans leur travail par des spécialistes de la recherche d'informations, les documentalistes. Il en existe d'à peu près autant de sortes qu'il existe de sortes de documents. Mais ce sont des gens qui sont généralement Bac+3, parfois plus pour certaines spécialités, et qui font un travail de fond pour aider la recherche. Il faut imaginer qu'ils passent leur temps à trier des milliards de pièces par taille et couleur pour que les chercheurs soient moins en galère. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout ce beau monde, en manque perpétuel de sommeil et de caféine, adore faire ça. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le niveau 2 du couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous.